30 km à vol d'oiseau, une autre île a su conserver ses atouts. Plus exotique, l'île de Bréhat est un petit paradis où les visiteurs, le temps d'une journée ou d'un week-end, s'immergent dans un lieu à part. À seulement 10 minutes en bateau du continent, le dépaysement est total. Salut Patricia, ça va bien? Salut Jean-Michel. Ravi de t'accueillir. Bah, Bréhat. moi aussi. Tu connais un peu? Oui, je suis déjà venue, mais c'est vrai que je connais pas tout, donc je suis bien contente de découvrir avec toi. Moi, c'est un plaisir de te faire découvrir les jolis coins cachés Caché, voilà, c'est de ça. l'île de Bréhat. Jean-Michel, guide nature, le sait mieux que quiconque. On peut facilement se laisser happer par les grands classiques de Bréhat. De la panoramique chapelle Saint-Michel au sauvage phare du Pan, les milliers de touristes qui déferlent ici chaque année n'ont pas forcément besoin de sortir des sentiers battus pour tomber sous le charme du lieu. Allez, du coup, on se rapproche du moulin du Birlot, le moulin à marée, ça y est, on l'aperçoit. D'accord. Tout ici respire l'authenticité. Car Bréhat fut en 1907 le premier site classé de France. Dans ce paysage protégé, où chaque pierre et chaque sentier est un plaisir pour les yeux, Jean-Michel privilégie pour ses balades les petits coins plutôt fréquentés par les locaux. Et voilà, c'est le meilleur point de vue pour comprendre pourquoi on parle de l'archipel de Bréhat. Bah oui, c'est magnifique là. Un archipel magnifique, mais dangereux. Surtout ici, autour du port de la Corderie. Il faut imaginer que le port de la Corderie, c'était le port principal de Bréhat, donc le premier port qu'on utilisait. L'inconvénient, c'est que le port de la Corderie, il s'ouvre là-dessus, sur un archipel très dense, avec des courants très forts, qui à certains endroits sont contraires. Et quand tu te dis que les gars naviguaient déjà il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, ils n'avaient pas de phare, ils n'avaient pas de balises, ils avaient des cartes marines qui n'étaient pas détaillées, ils avaient des bateaux moins maniables, ils n'avaient pas de GPS, pas de radar. Bon, les marins de Bréhat, ils étaient reconnus comme étant d'excellents marins. Si j'étais méchant, je dirais qu'ils n'avaient pas le choix, puisque pour rentrer ou sortir de chez eux, de toute façon, il fallait savoir naviguer dans un endroit comme ça. Une particularité qui, à certains moments de l'histoire de France, a fait de Bréhat un refuge pour les marins. Il y a plus de 300 ans, là, les copains anglais, ils n'aimaient pas trop venir naviguer dans tout ça. Comme c'est quand même très largement avec eux qu'on s'est fâché au cours des derniers siècles. Les corsaires, en fait, ont vite établi le fait que le port de la Corderie, c'était un port dans lequel ils pouvaient se protéger. Parmi les corsaires célèbres de l'île, il en est un dont les Bréhatins sont plutôt fiers. Je peux évoquer un corsaire qui s'appelait Jean de Coitenlem, qui était originaire de Morlaix, qui s'est installé à Bréhat, qui apprend un jour que plusieurs bateaux anglais arrivent sur Morlaix. Bon, ça lui plaît qu'à moitié, donc il va leur souhaiter la bienvenue. Bon, une bienvenue de corsaire, hein, donc il va les taper dessus. Et puis, comme il est bien chaud, dans son élan, il va remonter en Angleterre. Il va rentrer dans la ville de Bristol, dans le port de la ville de Bristol. Il va piller Bristol. Et il revient ici en se disant qu'on va le féliciter, quoi. Sauf qu'on lui dit, attention, il y a une vraie différence entre un corsaire et un pirate. Et piller un port, c'est un acte de piraterie. Jean de Coitenlem, destiné à être pendu, s'enfuit alors à l'étranger. C'est là qu'il aurait ouvert la voie vers une des plus grandes découvertes de son temps. Donc en fait, il est parti et il a été travailler pour le roi du Portugal. Et on raconte à qui veut bien nous écouter que Jean de Coitenlem a certainement influencé Christophe Colomb dans l'itinéraire qu'il s'est donné, parce qu'il lui a parlé de la pêche que faisaient les Bréhatins au XVe siècle, et on allait pêcher la morue, non pas en mer d'Islande comme ce sera le cas plus tard, mais du côté de Terre-Neuve. De là à dire que sans les Bretons et sans les Bréhatins, on n'aurait jamais découvert les Amériques. J'irai pas jusque-là, mais bon, on peut presque le dire. On peut presque le dire. L'autre fierté des habitants de Bréhat, bien avérée celle-là, c'est l'étonnante flore qui s'épanouit sur l'île. Voilà une plante sympa à venir observer. On appelle ça un échium. Ça s'appelle aussi de la vipérine. Et ça va monter, alors cette espèce-là va monter comme ça à 3-4 mètres de haut. Et donc elle vient d'où cette plante? Alors l'échium, ça vient des îles Canaries. Ça fait partie de toutes ces fleurs qu'on trouve à Bréhat, qu'entre guillemets, on ne devrait pas trouver sur la côte nord de la Bretagne. Mais le climat fait que toutes ces fleurs, elles se plaisent ici. Elles n'ont pas trop froid l'hiver, elles n'ont pas trop chaud l'été. Elles ont ce qu'il faut en pluie, ce qu'il faut en soleil. Ce n'est pas pour rien que l'on surnomme Bréhat l'île aux fleurs.
Et on sait comment elles sont arrivées ici, ces plantes? Oui, il y a deux arrivées, on va dire, différentes. Bon, il y a les marins, forcément, qui allaient naviguer à droite à gauche et qui ont ramené, au fur et à mesure de leur voyage, plein de fleurs. Et puis, il faut se dire qu'Aubréa a été énormément fréquenté par les artistes. Donc, c'est aussi eux qui ont progressivement amené toutes ces fleurs ici à Bréa. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. On vient à Bréa pour son paysage unique, mais aussi pour sa verrerie. Une activité que l'on ne s'attend pas à voir sur une petite île de 400 habitants. C'est Yves, bréatin de cœur, qui a eu l'idée de créer cet artisanat ici. Bonjour Yves. Bonjour, tu vas bien? Ouais, et je suis très contente de venir visiter les ateliers de verrerie. Oui, il paraît que tu connaissais pas. Non, je connaissais pas. Eh bien voilà, tu vas réparer une grave carence. C'est ça. En fait, ici, on est dans une ancienne enceinte militaire. Car la verrerie de Bréa est située dans un ancien fort datant de 1863. Un bastion qui devait défendre l'île contre les Anglais sous Napoléon III. Quand les militaires sont partis, ils ont rendu la bâtisse à la nature. Quand Yves découvre le site en ruine, il y a une vingtaine d'années, il a alors une vision. Très curieusement, quand j'ai poussé la porte, j'ai vu la citadelle comme elle est maintenant. Tu l'as vu, enfin tu J'ai visualisais comme ça. vu des ateliers, j'ai vu des gens, c'est très Tu curieux. as eu un flash, quoi. Un flash. Tu dis, c'est là qu'il faut que je C'est sois. là, c'est là. Yves va mettre 2 ans à redonner vie à cette citadelle et va vite s'apercevoir que son histoire est intimement liée aux habitants de l'île. J'ai rencontré des gens qui sont venus ici après la réhabilitation et qui m'ont dit « Moi, je suis né là ». Ou bien j'ai habité avec ma famille à cet endroit-là. D'accord. Et ces gens-là étaient très émus de voir que cette ruine revivait. Et moi, j'étais content pour eux parce que c'était une rencontre, une vraie rencontre entre des gens qui avaient vécu ici et nous qui étions en train de redonner vie à ces dalles. Après 17 ans d'activité, la verrerie est réputée dans le monde entier pour ses poignées de porte, ses boules d'escalier et ses luminaires. De grandes maisons de couture et quelques-uns parmi les plus grands palaces du globe viennent se fournir chez Yves. Donc ici, on ouvre le four de fusion. On sent la chaleur? Oui, on sent bien, oui. Il est à 1150 degrés. Et on prend du verre en fusion dans ce four. La quantité nécessaire, donc la qualité du verrier, le talent du verrier, c'est de savoir ce dont il a besoin. Là, il est en train d'évacuer le trou. D'accord. Trou de verre, voilà. Il tourne toujours la canne et le verre au bout de la canne de façon à ce qu'il reste droit, horizontal. Sinon, s'ils arrêtent de tourner, ça va être comme du caramel mou et ça va Et tomber. ça tombe, ouais. La phase la plus délicate dans le travail des verriers de Bréa, c'est la finition. Chaque pièce doit être calibrée et cela se fait avec un simple papier journal. Le principe est le suivant. Lorsque le verre en fusion va toucher le papier journal imbibé d'eau, il va y avoir un film de vapeur qui va se dégager instantanément. Et ce film de vapeur va protéger la main du verrier. Ah oui. Il faut qu'il continue à bouger, bien sûr. S'il ne bougeait pas, ça va bien. Mais là, c'est suffisant. Et le journal suffit. Le journal suffit. Les équipes d'Yves développent en permanence de nouvelles créations sur l'île. Des objets de verre qui partiront bientôt aux 4 coins du monde, porter haut les couleurs de Bréa. Il est temps maintenant de revenir sur le continent.